Les jeux sont en train de se faire pour la présidentielle 2021 au Bénin dans un contexte de relative tension et de crainte d'une partie de la classe politique béninoise. Les partis et acteurs politiques affûtent leurs armes pour jouer leur rôle dans le bon déroulé de l'élection présidentielle de 2021. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Heureuse de vous retrouver. Je reçois pour vous aujourd'hui l'honorable Sedami Médégan Fagla. Elle est membre du bureau politique de l'Union progressiste, députée de la 8e législature, membre de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi, des affaires sociales de la 8e législature et également première rapporteure de la commission genre, promotion de la femme et protection sociale de la CEDEAO. Bonjour madame, bienvenue. Merci madame Pissounio, bonjour à vous. Merci Rosanie, à vous également. Alors, mesdames, messieurs, cette émission abordera 4 parties, dont la première, la tournée du chef de l'État. Honorable Sedami, dites-nous, vendredi dernier, le chef de l'État a bouclé sa tournée de reddition de comptes dans les communes du Bénin. Tout le long de cette tournée, l'opposition béninoise a dénoncé une campagne électorale précoce et donc illégale. La déclaration de candidature à la dernière étape de Patrice Talon ne donne-t-il pas, dans une certaine mesure, raison à l'opposition ? Non, Madame Rouillot, absolument pas. La réponse du président Talon à l'appellation du peuple ne constitue nullement une campagne précoce. D'abord, je voudrais commencer par rappeler que ceux-là qui parlent de campagne précoce aujourd'hui sont ceux qui sont sur le terrain depuis plusieurs mois et qui, sous prétexte d'initiatives je dirais pas farfelues, mais bon, en tout cas, sous divers prétextes, sont en train de rencontrer le peuple, que ce soit chez eux, que ce soit directement dans les maisons ou à travers des meetings. Et ça fait 2-3 mois, plusieurs mois, voire 6 mois que ça dure. Le président Patrice Talon est en campagne de reddition avec ce peuple-là qu'il a mandaté. Il a entamé une tournée inédite dans notre pays. Il a visité les 77 communes, ce qui lui a permis de rendre compte directement à ce peuple au lieu de rendre compte par personne interposée, ce qui change avec nos habitudes. Et ceci est inédit. C'est la première fois que nous voyons ça, et nous rendons tous compte que c'est quelque chose que nous pourrions inscrire dans la durée. Et si vous regardez comment la campagne, si vous regardez comment la tournée s'est passée. Si vous écoutez les discours, que ce soit des maires, des différentes composantes, commune par commune, que ce soit des jeunes, les femmes, les sages, à chaque étape, si vous écoutez le message, vous allez savoir, vous allez comprendre aisément qu'à chaque fois, il y a cette question qui revient, il y a cette exhortation qui revient de la part du peuple qui a demandé au chef de l'État de rester. On a entendu plusieurs fois Patrice Talon disant on veut continuer avec vous, nous avons déjà avisé, et à chaque étape c'est revenu dans les 77 communes. Personne ne peut dire que la population n'a pas interrogé étape après étape le chef de l'État. Et vous voyez, il était vraiment important qu'à un moment, notamment à la fin, à la fin de cette tournée, qu'il s'arrête et qu'il réponde à ce peuple. Sinon, ceux-là qui parlent de campagne précoce aujourd'hui nous auraient sorti d'autres prétextes pour juger le fait que le président n'ait pas répondu. Et ça montre le respect que le président Talon a pour ce peuple, la considération qu'il a pour ce peuple. Il était très important qu'il s'arrête enfin et qu'il leur donne une réponse. Et bon, ceux-là qui voient en cela une campagne précoce, nous voyons juste un oui salvateur. Et je voudrais leur rappeler que ça fait des mois qu'ils occupent le terrain, ça fait des mois qu'ils sillonnent eux-mêmes les quartiers et qu'ils organisent des meetings et que personne n'est dupe. Alors, honorable Sedami, au cours de cette deuxième phase de la tournée de Patrice Talon, il a beaucoup parlé de la criette, invitant d'ailleurs ceux qui luttent pour les libertés et la démocratie à aussi lutter pour la bonne gouvernance. Les libertés et la bonne gouvernance ne font pas bon ménage sur la rupture. En d'autres termes,
tant qu'il y a bonne gouvernance, tout va bien et on laisse tomber la liberté, c'est ça? Absolument pas, Madame Monyo. En fait, les libertés, la démocratie et la bonne gouvernance sont en équilibre sous la rupture. Et c'est ce qu'il faut constater aujourd'hui. Ceux-là qui nous ont permis d'accéder à la démocratie, nous ont permis d'acquérir nos libertés, ont défendu ces valeurs-là jusqu'à aujourd'hui. Et nous les remercions. Et nous allons continuer nous-mêmes à les défendre. Mais ils sont en total déséquilibre entre la liberté, la force avec laquelle ils défendent, ils réclament les libertés et la démocratie, et ne permet pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ne leur a pas permis de réclamer de la même manière, avec la même vigueur, la bonne gouvernance. Et ils doivent savoir que nous avons besoin des trois dans la société actuelle pour que toutes les composantes de notre société, toutes les couches sociales puissent se sentir bien. Et sincèrement, voyez-vous, nous on a grandi avec un certain nombre de personnalités, de personnages politiques qui ont revendiqué cette liberté, cette démocratie, et qui se sont cachés sous ces prétextes-là pour piller ce pays. Donc, et c'est que des prétextes. Enfin non, qui se sont servis des libertés et de la démocratie, de cet argument-là, pour en fait, agir sans impunité dans ce pays, sans honte dans ce pays. Et les conséquences sont là aujourd'hui pour nous, pour ma génération. Moi, je ne peux pas fermer les yeux sur les conséquences de leur acte, de leur pratique à l'époque. Et si c'est à cette liberté qu'ils veulent qu'on revienne, si c'est à cette pratique-là qu'on revienne, si c'est cette forme de démocratie, de liberté qui en fait s'apparentait à l'anarchie, à la pagaille, si c'est à ça qu'ils veulent qu'on revienne, ce sera non, parce qu'il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, de toute façon, nous avons soif, certes de liberté, certes de démocratie, mais nous avons également soif de bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, ce que la bonne gouvernance nous a montré, c'est qu'avec un peu d'éthique, avec un peu de rigueur, avec de la transparence, on peut élever ce pays au rang des pays, des grandes nations. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui fiers de ça. Le peuple béninois aujourd'hui est exigeant, exige la liberté, exige la démocratie, mais exige également l'éthique dans la gouvernance. Et voilà. Et c'est en cela que on comprend qu'il y a une préférence pour la bonne gouvernance que pour la liberté. Il n'y a pas de préférence. On exige tout à égale quantité. Il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre. Et en fait, ce qui est un peu dommage, c'est que parmi ces personnalités qui exigent la liberté, les libertés, la démocratie, il y en a qui devraient répondre à un certain nombre de crimes, en fait, qui sont directement liés à l'état dans lequel le pays était en 2016. Et pourtant, bon, voyez-vous, on décide de continuer malgré ça, mais ils ne sont pas obligés de venir nous rappeler que la condition de ce peuple il y a encore quelques années, il y a encore 2-3 ans, est liée à la pratique, à la manière dont ils ont utilisé la démocratie, les libertés pour leur enrichissement personnel. Honorable Médégan, est-ce que parfois c'est pas trop facile d'imputer complètement la responsabilité aujourd'hui à ces acteurs politiques qui étaient de l'arène politique, étaient très présents dans l'arène politique, enfin, au cours du régime précédent, alors qu'on a vu Patrice Talon contribuer à l'avènement de ce régime? Mais vous voyez, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que c'est avec les mêmes hommes que nous sommes aujourd'hui. Une bonne partie a décidé de faire les choses autrement aujourd'hui. Mais il y a une minorité qui résiste, qui ne veut pas que la nouvelle génération vive autrement. La nouvelle génération impose également ses règles. Et parmi nos règles à nous, aujourd'hui, il y a la bonne gouvernance. Si parmi cette génération-là, il y en a qui sont prêts à nous accompagner, il y en a beaucoup, dont Patrice Talon, qui ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer de cette manière-là, parce qu'en continuant comme ça, ils auraient continué à sacrifier l'avenir de nous autres qui sommes là. Eh bien, nous ne pouvons qu'accepter avec beaucoup de bonheur qu'ils nous accompagnent parce qu'ils ont de l'expérience. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous transmettre le flambeau. Mais ceux-là qui refusent de changer les pratiques, ceux-là qui ne veulent pas qu'on évolue, qu'aujourd'hui nous puissions être fiers, vivre dans un pays qui peut être premier, premier en termes de transparence dans sa gestion, un pays qui peut être premier producteur de coton, un pays où en fait les enfants peuvent aller à l'école qu'on appelle sur 9 mois sur 9. Ceux-là qui ne veulent pas ça, qui veulent qu'on retourne en arrière, nous n'allons pas les laisser faire.
Alors, le chef de l'État a rassuré de la participation du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle de 2021 s'ils arrivaient à désigner leur candidat. Il a promis même que les parrainages seraient disponibles. Mais dans la praticabilité, comment cela va-t-il se faire si déjà ce parti n'a ni maire ni député et que ceux habilités à parrainer ne seront pas forcément très enclins à parrainer un candidat de... Effectivement, le chef de l'État, durant toute sa tournée, étape après étape, a essayé de façon directe ou indirecte de faire un plaidoyer envers les élus que nous sommes, en nous exhortant à parrainer de façon libre. Mais en fait, dans la réalité, dans la pratique, il n'avait pas besoin de le faire. Je vais vous dire pourquoi. Moi, en tant que législateur, en tant que femme de loi, il est évident que les députés que nous sommes bien obligés de respecter, de délivrer le parrainage conformément à ce qui est inscrit dans des textes que nous-mêmes nous avons votés. À partir de ce moment, l'achat des partis politiques disant que le parrainage est libre, est individuel, est personnel, c'est comme ça que ça se passera. Vous dites que les démocrates n'ayant ni maire, ni député auront des difficultés, mais il faut venir éprouver ça. Vous avez vu que l'Union progressiste, pour faire taire cette rumeur-là, qu'ils essayent qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer à la population et à la communauté internationale, l'Union progressiste a pris ses responsabilités et le bureau politique le samedi 16 dernier, dans sa déclaration finale, a demandé à la direction exécutive nationale d'aider les élus à parrainer tous les candidats. Mais les candidats qui sont portés par des partis politiques. Parce que la réforme du système partisan, c'est bien ça, que les partis politiques portent des candidats afin que nous n'ayons plus d'individus à la tête de notre pays. Donc, tout ira bien pour les candidats qui sont les démocrates. Mais absolument, mais qui désignent leurs candidats. Déjà, qui viennent éprouver, qui viennent vers nous. De toute façon, nous avons un certain nombre de parrainages. Même le candidat de l'Union progressiste, notre candidat que nous avons désigné samedi dernier, n'aura pas besoin de tous nos parrainages, il nous en restera. Donc, qui viennent les chercher. Nous sommes ouverts, nous sommes libres. On est tous libres, tous disposés à parrainer. Alors, avant d'amorcer la deuxième partie de cette émission, votre parti, vous disiez tout à l'heure, le progressiste a désigné sans aucune surprise Patrice Talon comme candidat à la présidentielle de 2021, bien après d'autres partis de la majorité, et même après que l'intéressé se soit prononcé sur sa candidature. Pourquoi ce choix de retard, on va dire, de l'Union progressiste sur l'évidence? D'abord, Madame Mouillot, l'Union progressiste est le premier parti du Bénin. C'est le parti le plus grand, qui a le plus d'élus, et c'est parce que nous avons une certaine rigueur dans nos pratiques que nous occupons cette position aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas derniers, nous sommes toujours les premiers, et qu'on appelle la réponse du président Talon à l'appellation de son peuple n'a aucun lien avec le chronogramme du parti Union progressiste, de mon parti, avec notre agenda. Il était très important pour nous que chaque composante de l'Union progressiste se prononce, dise haut et fort, d'abord que les composantes se concertent entre eux, et ensuite viennent dire devant le bureau politique le choix de leur candidat. Et c'est seulement à l'issue de ce processus, d'un processus rigoureux, que nous avons pris la décision finale. Donc vous allez constater, si vous avez suivi ce qui s'est passé, que chaque département, donc chaque commune dans chaque département, et ensuite chaque département, les élus de chaque département se sont prononcés sur leur choix de candidat. Ce qui fait que, en fait, c'est un processus démocratique, et le choix aujourd'hui reflète la volonté de tous les élus, de tous les représentants des militants UP. Et c'est ce qu'il faut retenir. Donc, nous ne sommes pas en retard, d'aucune manière. Alors, c'est tant mieux. Parrainage et décision de la Cour constitutionnelle, c'est la deuxième partie de cette émission. Le 7 janvier dernier, la Cour constitutionnelle a rendu la décision tant attendue depuis plusieurs semaines au sujet du parrainage, et elle s'est déclarée incompétente. Que dites-vous par rapport à cette décision plutôt très controversée de la Cour constitutionnelle? Donc, la Cour constitutionnelle a rendu une décision
respectueuse du peuple béninois, qui est le premier constituant. Et le peuple béninois a mandaté ses députés pour que nous puissions inscrire dans la Constitution la manière dont il veut que ce pays soit gouverné, dirigé, voilà. Et le rôle de la Cour constitutionnelle n'est pas de juger de la pertinence, de l'opportunité ou de la qualité d'une disposition inscrite dans la Cour constitutionnelle, dans la Constitution, mais de veiller à ce que tout ce que nous prenons, nous autres, nous allons poser comme acte, respecte cette Constitution-là, respecte ce que le peuple a inscrit dans ses textes, dans sa loi fondamentale. Et c'est ça le rôle de la Cour constitutionnelle. Le peuple n'a pas donné mandat à la Cour constitutionnelle de venir juger de l'opportunité, de la pertinence de ces décisions à lui, peuple. Et ce n'est pas parce que d'autres cours, d'autres cours ont eu à sortir de leurs prérogatives que la Cour Djobénou est obligée de continuer, de continuer dans ce sens. Nous avons une cour, une mandature, une cour qui est restée dans ses prérogatives pour dire la loi et dire que ce n'est pas son rôle de juger de l'opportunité, de la pertinence de ce que le constituant a inscrit dans ces textes-là, dans sa loi fondamentale. Et il est vrai que nous avons eu l'habitude par le passé de certains présidents de cette prestigieuse institution qui sont sortis totalement de leur rôle, et ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça que nous sommes obligés de continuer dans ce sens-là. J'ai entendu certains venir au lieu de rester dans la prestigieuse posture de réserve qui devrait être la leur. Je les entends essayer de donner des leçons ou défendre l'indéfendable. Et franchement, j'en suis profondément choquée. Et voyez-vous, effectivement, nous avons eu des mandatures où on a déclaré ici le consensus, où 39 ans plus 100 égale à 40 ans absolu. Bon, nous avons consommé par respect pour cette institution-là. Mais ces mêmes présidents étaient bel et bien conscients qu'ils sortaient de leurs prérogatives. Et ce n'est pas parce que eux, ils ont eu l'habitude de faire cela que nous allons continuer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude de travailler avec une certaine éthique et rien ne nous amènera en arrière. S'ils sont nostalgiques du passé, ils doivent savoir que nous avons choisi depuis 2007 de rompre avec ces pratiques-là et nous allons continuer comme ça. Et donc, s'ils ne veulent pas aujourd'hui apporter quelque chose de positif à ce que nous essayons de construire aujourd'hui, ils peuvent choisir le silence. Alors, Honorable, pour d'autres acteurs de l'opposition et tout, la décision de la Cour n'est pas aussi compréhensible que vous l'expliquez. Surtout qu'elle avait eu à se prononcer sur le parrainage quand elle a eu à en effectuer le contrôle de constitutionnalité. Pensez-vous que c'est un déni de justice de la part de la haute juridiction, comme ça se dit dans l'opposition? Alors, d'abord, ce n'est pas un déni de justice. Lorsque j'entends des hommes de loi parler de déni de justice, je suis un peu surprise. Parce que ce qu'on appelle déni de justice, c'est lorsque la justice refuse de se prononcer. D'accord? Là, la Cour s'est prononcée, elle s'est déclarée incompétente. Ils essaient d'introduire, en fait, ils essaient d'entretenir l'amalgame dans l'opinion publique. Et ça, c'est vraiment dommage de la part d'hommes responsables, d'hommes politiques. Effectivement, en novembre dernier, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur notre loi fondamentale, sur la loi fondamentale amendée, parce que son rôle, en fait, c'était de veiller à ce que nous, députés mandatés par ce peuple, avons respecté les procédures inscrites dans la Constitution elle-même pour la réviser. On ne se lève pas pour réviser la Constitution comme ça. Il fallait une certaine majorité, il fallait un certain cadre, il fallait un certain nombre de procédures avant. La Cour constitutionnelle avait le devoir de vérifier que nous avons respecté ces procédures-là. Nous avons pris tout ce qu'il fallait comme précaution avant de constituer ou d'amender la loi fondamentale. Et il est dommage aujourd'hui de vouloir entretenir l'amalgame entre ce que la Cour constitutionnelle a fait à l'époque et aujourd'hui, parce que il est toujours dans son rôle, puisque ce rôle-là, c'est de veiller à ce que chaque acte que nous poserons est conforme à ce que la Constitution
à ce qui est inscrit dans la Constitution. Et la manière de réviser la Constitution elle-même est inscrite dans cette Constitution-là. Donc, elle devait vérifier que nous, députés, même avec notre mandat, nous avions respecté la procédure. Et c'est ce que la Cour constitutionnelle a fait en novembre 2019. Dans ce contexte, l'opposition rappelle alors pour le gouvernement l'urgence de faire exécuter l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui enjoint à l'État béninois de faire abroger la loi portant révision de la Constitution du 7 novembre 2019. Qu'en dites-vous? J'en dis que, avec tout le respect que je lui dois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'égare un peu et que, en prenant des décisions politiques, elle-même ne doit pas être surprise que nous ne puissions pas les appliquer. Parce que lorsqu'on prend des décisions politiques, elles ne sont pas souvent applicables. Le peuple, chaque peuple est souverain dans sa manière de constituer, dans sa manière de rédiger sa loi fondamentale. D'ailleurs, le Bénin a ajouté des limites d'âge, 40 ans pour la limite inférieure et 70 ans pour la limite supérieure, qu'on ne retrouve quasiment nulle part dans la sous-région. C'est un choix du peuple, c'est un choix assumé du peuple béninois qui lui permet aujourd'hui de ne pas vivre certaines situations qu'on peut retrouver dans la sous-région. Donc, la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas dans son rôle parce que la souveraineté d'un peuple est quelque chose d'indiscutable, de non négociable. Et bon, qu'est-ce que la Cour africaine des droits de l'homme veut? Que moi, en tant que député aujourd'hui, j'aille prendre ma main pour réviser pour revenir en arrière, revenir sur ce que le peuple m'a demandé de faire? Non, ce n'est pas possible. En tout cas, pour résumer, le jour où la Cour africaine des droits de l'homme commencera à prendre des décisions de droit, elle-même, elle verra que nous allons les appliquer. En attendant, là, il n'y a pas de solution. Parlons à présent, mesdames, messieurs honorables, de la mise sur pied du Front pour la restauration de la démocratie et des revendications de l'opposition. Le 13 janvier 2020, des partis et mouvements de l'opposition ont créé le Front pour la restauration de la démocratie. Votre avis sur la mise sur pied de cette nouvelle coalition de l'opposition? Non, je suis très contente de voir que l'opposition essaie de s'organiser, est très dynamique, et cela témoigne de la vitalité de notre démocratie. En fait, cela est même contradictoire avec ce qu'ils prétendent à leur discours, parce que comment est-ce qu'il peut y avoir autant de regroupements de l'opposition dans un pays où il n'y a ni liberté ni démocratie? Ça, c'est juste une interrogation. Ceci dit, j'espère vraiment que ce n'est pas une nouvelle fois quelque chose qui ne va pas prospérer, parce que nous avons l'habitude de voir ces personnages essayer de se mettre ensemble. Mais voyez-vous, les anciennes habitudes ayant la peau dure, le culte de la personnalité étant exacerbé chez eux, bon, j'espère vraiment que pour une fois, ils vont réussir à mettre de côté leur ego et proposer une réelle alternative à la population béninoise, parce que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous voulons effectivement avoir une opposition qui nous fasse un autre projet de société, qui puisse se concurrencer ce que le président Talon nous propose. On aimerait bien que quelqu'un puisse nous proposer une manière d'être toujours premier, ou encore plus premier, ou je ne sais pas moi, ou avec plus d'éthique dans la gouvernance. Pourquoi pas? Donc moi je suis contente pour eux. Par contre, je voudrais qu'ils ne s'éternisent pas dans la lutte anti-Talon, parce que j'ai l'impression que c'est leur posture. Et je ne pense pas que ce soit la posture idéale à quelques jours des élections. Nous avons tous le calendrier de la Sénat. Et le peuple n'a pas besoin aujourd'hui qu'on l'emmène de nouveau dans le dilatoire, qu'on l'embrouille. On a juste besoin d'avoir des candidats en face et que ces candidats viennent chercher le parrainage. C'est l'essentiel aujourd'hui, à quelques jours de la limite du dépôt des candidatures. Sans pour autant tirer, honorable, vous avez parlé de la liberté d'association aujourd'hui pour les partis de l'opposition. En même temps,
cette liberté d'association, ces mouvements sont quand même un peu trop réprimés lorsque on empêche certaines personnes, comme ça s'est passé la dernière fois à Ouida, je crois, de tenir des réunions politiques. Vous savez, je ne suis pas membre du conseil communal de Ouida, donc je ne connais pas les motivations ou les raisons qui ont poussé le conseil communal à interdire ou en tout cas à surseoir peut-être la rencontre. Donc je suis persuadée que ce sont des personnes responsables qui ont pris cette décision-là, et je n'ai pas à commenter puisque je n'ai pas les éléments qui les ont poussés à cela. Vous savez, l'opposition aujourd'hui est dans une posture que nous n'allons pas tolérer. Vous savez, regardez les États-Unis, ne fût-il le président du soi-disant plus grand pays du monde, de la première puissance industrielle, de la première puissance politique ou tout ce qu'on veut économique, Donald Trump, parce que dans un discours, il a suscité la haine de ses partisans et parce qu'il leur a demandé d'aller s'attaquer au symbole de la démocratie américaine, et ben aujourd'hui il est en train de subir la rigueur de cette démocratie-là. Donc ça veut dire que la liberté, la démocratie certes, mais que nous n'avons pas le droit de franchir certaines limites. Et on a vu cette composante franchir ces limites là il y a à peine un an après les élections législatives. Donc je ne sais pas ce qui a emmené le conseil communal, ou en tout cas les autorités de Ouida à prendre cette décision, mais je suis persuadée qu'elle était motivée et que lorsqu'ils auront la certitude que les choses pourront se passer autrement dans le respect de la démocratie, eh ben ils auront les choses se passeront. Honorable Médégan, le Front pour la restauration de la démocratie a réitéré certaines revendications déjà connues de l'opposition, comme l'organisation d'un dialogue national inclusif. Le gouvernement, et en l'occurrence Patrice Talon, n'aurait-il pas intérêt à organiser ce dialogue pour une présidentielle quand même apaisée? Madame Pissounyo, oui. Mais il se réveille d'un long sommeil. Nous avons eu un dialogue politique en 2019, mais où est-ce qu'ils étaient lorsque nous avons fait ce dialogue politique? Je pense qu'il est un peu trop tard pour parler de dialogue politique aujourd'hui. Nous avons eu un dialogue politique où il y avait tous les partis politiques légalement constitués, sauf un qui n'a pas voulu participer, mais il y avait des partis de l'opposition, il y avait les partis de la mouvance, et ce dialogue politique a débouché sur des recommandations, donc des recommandations faites par l'ensemble de la classe politique qui a pris part au débat. Et ces recommandations étaient inscrites dans notre constitution. Nous avons terminé avec le dialogue politique. Aujourd'hui, nous allons, l'échéance majeure que nous avons là, la répétition est pédagogique, c'est l'élection présidentielle, et il faudrait se concentrer là-dessus, au lieu de réclamer des choses qui sont totalement irréelles, réalistes en fait. Il faut aller dans le concret aujourd'hui. Et c'est ce que j'aurais aimé entendre de l'opposition, des choses concrètes. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors, il y a ceux, toujours dans cette opposition, qui demandent non pas un dialogue, mais des échanges pour s'entendre quand même sur certains accords politiques. Comment c'est-vous? Madame Pissounyo, oui. Encore une fois, ce moment-là est passé. Vous savez, quelques mois avant les élections législatives, lorsque nous sommes retrouvés dans une situation où il n'y avait plus que 2 partis politiques qui avaient réussi à se constituer, à se conformer à la charte des partis politiques, et les députés de la 7e législature sont retournés au Parlement pour dialoguer, pour établir un consensus qui aurait permis à tout le monde justement d'aller dans le jeu. Mais ce sont les acteurs de l'opposition qui, après avoir apposer leur signature sur les accords, qui sont eux-mêmes ressortis de ces accords-là et revenus pour renier leur propre signature. Donc, on ne peut pas avoir fait tout ça et revenir réclamer ce qu'on a refusé, ce qu'on a soi-même renié il y a quelques années. Ne sommes pas dans un jeu d'enfants en fait, où on peut aller devant, revenir en arrière, revendiquer, on vous donne, vous refusez, et quelques années après vous revenez demander la même chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, d'autres opposants réunis au sein du groupe national de
de contact bras opérationnel de la dynamique s'engager pour le Bénin, mène également des activités pour réclamer la restauration des libertés, de l'état de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Votre opinion sur l'activisme de l'opposition à travers cette composante? Vous savez, vous leur donnez souvent la parole, Madame Moyo. Bien sûr. Et j'ai beau les écouter, je n'ai toujours pas compris leurs objectifs. En fait, je ne peux pas donner mon avis sur un groupe dont je ne comprends pas les objectifs. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'ai l'impression que eux-mêmes, c'est pas très clair. Et qu'ils mettent les idées pêle-mêle quelque part et qu'ils n'ont pas fini de démêler dans quel sens on doit aller. Et vous savez, s'il faut tout ça pour faire partie Talon, il vaut mieux nous laisser Talon encore. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose que nous avons acquis, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est la structure, l'organisation dans tout ce qu'on va faire. Mais si on veut on ne peut pas les aider à démêler ça. Donc vraiment, je pense que ils ont encore besoin de temps, que ce groupe a besoin de temps encore, et qu'il faut qu'ils se concertent proprement pour définir leurs objectifs, et que même ce groupe ne perde pas de vue que après ce qui s'est passé en mai 2019, nous sommes vigilants. Et je rappelle une nouvelle fois l'exemple des États-Unis, de Trump, que parce que Trump a demandé à une composante de la population d'aller s'attaquer au symbole de la démocratie, aujourd'hui il est en train de subir les rigueurs de cette démocratie-là. Donc je voudrais avertir cette composante-là que nous ne laisserons plus personne venir s'attaquer à la démocratie. Et que je ne sais pas où ils vont, mais de ne pas aller là, en tout cas, là, c'est un non-sens. Honorable Médégan, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. D'accord. Nous allons parler de la présidentielle 2021. Pourquoi, selon vous, le peuple devra accorder un second mandat à Patrice Talon? Et quels sont les enjeux aujourd'hui de cette présidentielle? Vous savez, je ne vais pas rappeler au peuple les réalisations du président Talon, parce que le président Talon est parti au contact de ce peuple-là. Et aujourd'hui, ce peuple, le peuple béninois, est mieux au courant, a eu l'opportunité de discuter avec son président. Donc c'est très bien ce que le président a fait, ce que le président a planifié, ce qui reste à faire. Donc je ne vais pas aller dans ce sens-là. Ce qu'il est important de savoir, c'est que je voudrais remercier ce peuple parce que le peuple béninois a pris une direction totalement opposée en 2016. Le peuple béninois a décidé de changer la manière dont son pays sera gouverné et à chasser un système pour en installer un autre. Aujourd'hui, nous avons acquis des valeurs extraordinaires. Enfin, nous ne les avons pas, nous les avions en nous, mais nous avons appris à les exprimer, et cela de façon exacerbée. Le peuple béninois est aujourd'hui très exigeant. Il est exigeant, et je sais que ce peuple, en choisissant la rupture en 2016, en soutenant comme il le fait les actions du président Talon, en ayant réclamé étape après étape, commune après commune, que le président Talon reste, eh bien c'est bien parce que ce peuple a pris goût, est devenu encore plus exigeant, a compris qu'il peut exiger beaucoup de ses dirigeants et qu'il veut continuer avec cette éthique-là, avec cette rigueur, avec cette qualité, avec les méthodes, avec cette discipline-là. Donc, moi, je suis fière d'appartenir à ce peuple. Je suis fière d'être béninois parce que ce que le Bénin fait aujourd'hui est inédit dans notre sous-région. Ce que le Bénin fait est extraordinaire. Et ce peuple a ce mérite-là de toujours donner le ton. Au début, quand il donne le ton, il est critiqué. Mais on sait, à d'expérience aujourd'hui, on sait que lorsque le peuple béninois prend une décision, va dans un sens, envoie sa démocratie dans un sens, eh ben, en général, quelques années après, les autres peuples suivent. Donc, je voudrais rendre hommage au peuple béninois. Je n'ai pas à lui dire grand-chose parce qu'il sait mieux que moi. Il sait autant que moi, puisque je suis membre de ce peuple-là. J'appartiens au peuple béninois. Hein. Donc, le peuple béninois sait très bien là où il va. Et je n'ai pas peur parce que je sais qu'il saura faire le bon choix. Comme en 2016. Honorable Stendami Médégan Fragla, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin. Alors, j'ai un mot de fin pour l'opposition et un mot de fin pour le peuple béninois.
Pour l'opposition, je voudrais dire ceci. Lorsqu'on est une opposition qui aspire à gouverner un peuple qui est devenu aussi exigeant que le peuple béninois, un peuple qui est habitué à des prouesses sur le plan économique, un peuple qui a placé la barre à ce niveau-là, il faut du concret. Il faut faire des propositions concrètes de qualité à ce peuple. Et je n'ai pas encore l'impression que l'opposition a compris cela. Je voudrais lui rappeler que le peuple béninois a besoin tout de suite que elle, l'opposition, désigne son duo de candidats, envoie son duo de candidats chercher les parrainages et qu'il propose un projet de société, une alternative à ce peuple. C'est ce que le peuple attend de lui. Et il est temps qu'il commence à travailler dans ce sens. Je voudrais rendre hommage à ce peuple, au peuple béninois, qui, encore une fois, a donné le ton, est en train de donner le ton à toute une sous-région. Ce peuple qui a eu le courage d'amender sa constitution, de rendre plus moderne sa loi fondamentale, de l'adapter à ses desiderata actuels. On n'a aucune leçon à donner à ce peuple. Je voudrais juste dire ceci, que je sais que c'est un peuple qui a choisi de placer la barre haut. C'est un peuple qui a choisi de rompre avec un système, de tourner dos à des pratiques. Un peuple qui exige aujourd'hui que la bonne gouvernance vienne compléter le duo liberté et démocratie. Un peuple qui défend la liberté, qui défend les libertés, qui défend la démocratie, mais qui défend également l'éthique dans la gestion de ses ressources. Donc, franchement, si ce peuple a su, avec une telle lucidité, faire son choix en 2016, choisir choisir de rompre avec les pratiques du passé, je suis persuadée qu'en 2021, le choix, il saura faire le bon choix. Et voilà, c'est la fin de cette émission, honorable Sedani Medigan Fagla. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame Rougnot, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes membre de la 8e législature du Bénin, membre du bureau politique du parti Union progressiste. Vous êtes membre de la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales de la 8e législature au Bénin et première rapporteure de la commission genre, promotion de la femme et protection sociale. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.